Bonjour à tous. Il y a des gens qui s'inquiètent parce qu'il n'y a pas de son. Là, si vous ne m'entendez pas, il y a raison de s'inquiéter, mais c'est qu'on attendait qu'il soit 10 heures pour commencer le webinaire. Donc, merci à tous d'être là ce matin. Pour ceux qui sont là pour la première fois, qui participent pour la première fois à un webinaire du CAPRES, j'ai un petit volet technique pour vous qui est important à savoir avant que je vous laisse avec nos experts. Vous allez voir, les caméras sont uniquement disponibles pour les panélistes. Pour les participants, vous voyez la section en bas, conversation. C'est l'endroit où vous pouvez partager vos commentaires, poser vos questions, nous mentionner différentes informations. Donc, gênez-vous pas, utilisez-le. On va y répondre le plus rapidement possible. Mais par contre, là, il n'y aura pas l'utilisation ni du son ni de la caméra pour les gens en question d'utilisation de bande passante. Vous avez en haut à gauche le numéro de téléphone pour nous rejoindre, le 418-657-4288 s'il y a un problème technique. On va essayer de faire ce qu'on peut pour vous aider. Pour vous dire aussi que actuellement le webinaire est enregistré parce qu'on fait une captation de ces webinaires-là pour les rendre disponibles pour ceux qui n'ont pas pu les voir en temps réel. Un dernier petit point, vous avez une présentation PowerPoint qui va avoir différentes choses, une présentation dans la section en haut à droite. Si vous voulez voir quelque chose de plus particulier, d'aller voir un petit peu plus serré, vous n'avez qu'à cliquer sur plein écran et vous allez prendre, l'écran va apparaître sur l'ensemble de votre écran juste pour vous et en cliquant sur plein écran, il va rapetisser. Donc, c'est des petites technicalités qui peuvent être répétitives pour les gens qui participent souvent au webinaire du CAPRES et qui sont importantes pour les gens qui participent pour la première fois. Donc, je vous rappelle, le webinaire est un endroit où vous êtes amenés à poser des questions, amenés à commenter, gênez-vous surtout pas. Je vais vous laisser avec nos experts et notre animatrice qui va vous informer du déroulement du webinaire. Donc, je vous laisse avec Mme Sylvie Bonin. Mme Bonin est formée en mathématiques et en économétrie. Elle agit actuellement comme agente de recherche institutionnelle à l'Université du Québec. En fait, elle est à ce poste depuis 2002. Elle possède une grande expertise au niveau de l'analyse des données institutionnelles et d'enquête et elle collabore à divers projets en lien avec les effectifs universitaires, notamment le profilage de la clientèle, les conditions de vie des étudiants, la persévérance aux études et la réussite scolaire. Mais je vais vous laisser à Mme Bonin qui saura très bien se présenter elle-même. Donc, je vous laisse à ce webinaire. Je vous souhaite beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir, puis on se revoit à la toute fin. Mme Bonin. Merci. Alors oui, je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter sur la présentation que Catherine a fait de moi. Effectivement, là, je suis là depuis presque 14 ans à la recherche institutionnelle, donc tout ce qui touche les statistiques étudiantes ou les enquêtes auprès des étudiants ou les conditions de réussite, souvent, je suis impliquée dans les dossiers qui concernent ces sujets-là. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va procéder de la façon suivante. Tout d'abord, on va donner l'occasion à chacun de nos 3 panélistes de se présenter brièvement. Par la suite, chacun aura 15 minutes pour nous présenter son sujet, suivi d'un 5 minutes de questions spécifiques là, pour sa présentation. Puis à la toute fin, il devrait nous rester environ une quinzaine de minutes là, pour que vous ayez l'occasion de poser des questions soit plus générales ou revenir sur des présentations passées. Donc, on y va tout de suite. Je vais vous les présenter dans l'ordre où ils vont présenter par la suite. Donc, tout d'abord, on a M. Jean-Luc Daou, qui est chef de l'unité d'appui aux études à l'Université d'Ottawa. Donc, je vais inviter M. Daou tout simplement à nous dire, lui, à nous en dire un peu plus sur son parcours et Oui, bonjour intérêts. à tous. Alors, Jean-Luc Daou de l'Université d'Ottawa. Mon parcours a commencé à l'Université d'Ottawa comme étudiant il y a plusieurs années, là, une trentaine d'années. Et puis, j'ai un baccalauréat en psychologie et une maîtrise en éducation, en counseling éducationnel. Et puis, tout au long de ma carrière aussi, j'ai pris beaucoup de cours en analyse statistique. Alors, ça fait partie de mon rôle aujourd'hui. Ma carrière à l'Université d'Ottawa a commencé en 1991, donc ça fait 25 ans.
Et puis, j'ai commencé dans l'analyse de tests de langue, beaucoup de recherches aussi avec les chercheurs en langue seconde ici. Et puis, ensuite de ça, j'ai travaillé aussi en aide aux étudiants comme conseiller pédagogique et comme administrateur scolaire dans 2 facultés différentes à l'Université d'Ottawa pour finalement aboutir au service d'appui au succès scolaire qu'on appelle le SAS ici. Je gère l'unité d'appui aux études depuis 2002. Alors, je vais parler plus en détail tantôt de ce qu'on fait à l'unité. Parfait, merci beaucoup, M. Daou. Notre deuxième panéliste, ça va être Mme Geneviève Charland. Elle est conseillère pédagogique au bureau de soutien à l'enseignement à l'Université Laval. Donc, Mme Charland. Oui, alors bonjour tout le monde. Alors, antérieurement à mes expériences, j'étais aussi enseignante au secondaire et j'ai été conseillère pédagogique aussi au milieu collégial. Alors, je connais assez bien ces 2 ordres d'enseignement-là. Puis, depuis quelques années maintenant, je suis à l'Université Laval et un de mes dossiers, donc je m'intéresse à tout ce qui est, toutes les questions en rapport à la pédagogie, l'apprentissage actif, le suivi des programmes d'études aussi, et aussi la réussite, puis la persévérance scolaire. Donc, ce qui m'a amené à avoir un dossier ici à l'Université Laval. Je suis responsable de l'implantation du système de dépistage et de soutien aux étudiants de premier cycle. Donc, c'est ce dont je vais vous entretenir tout à l'heure. Merci, Mme Charland. Et la dernière, mais non la moindre, Mme Céline Rodrigue, qui est aide pédagogique individuelle au service du cheminement et de l'organisation scolaire au Cégep de Limoilou. Donc, Mme Rodrigue. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Alors oui, moi je suis au Cégep Limoilou depuis environ 20 ans. Avant le Cégep Limoilou, je ne vous dirai pas mon âge, là, mais avant le Cégep Limoilou, j'ai eu une autre carrière aussi dans le secteur communautaire où j'ai travaillé plus auprès des étudiants qui ont eu un décrochage scolaire. Ici au Cégep, depuis une vingtaine d'années, j'ai circulé un petit peu dans différents services, mais je suis à l'organisation scolaire depuis 15 ans environ. J'ai travaillé à l'aide à la réussite comme conseillère à la réussite pendant une année, mais je suis toujours restée, après ça, quand je suis rentrée comme aide pédagogique, je suis toujours restée rattachée au dossier de la réussite scolaire des étudiants. Je suis en contact constant avec les étudiants. J'ai une formation de base en orientation. J'ai un bac et une maîtrise en orientation de l'Université Laval, mais je ne suis pas conseillère d'orientation ici, mais aide pédagogique individuelle, rattachée, et tout ce qui est rattaché à la réussite scolaire est vraiment mon champ d'intérêt. Je suis ici ce matin en remplacement de ma collègue Marie-Josée Lavoie, qui a travaillé plus spécifiquement sur le dossier dont je vais vous présenter tantôt, Connaître pour accompagner. C'est une mesure d'aide à la réussite. Alors, mais je l'applique, moi je suis une artisane. Dans le fond, je vais vous parler de comment on applique cette mesure-là dans un de mes programmes d'études en soins infirmiers. Parfait. Alors, on va tout de suite céder la parole à M. Daou pour qu'il puisse nous présenter ce qu'ils font à l'unité d'appui. Oui, alors bonjour. Alors, pour vous présenter un peu l'Université d'Ottawa, c'est 41 000 étudiants, dont autour de 13 000 qui sont francophones ou qui étudient en français. Et puis, le programme de dépistage d'étudiants à risque de l'unité d'appui aux études, il est offert dans les 6 facultés d'accueil. Ici, je vais expliquer un peu ce que c'est une faculté d'accueil. En Ontario, évidemment, les étudiants y arrivent directement du secondaire pour aller à l'université, puis on a des facultés comme les arts, génie, sciences santé, sciences sociales et gestion, qui sont des facultés pour lesquelles ils peuvent appliquer directement du secondaire. Les autres facultés comme éducation, droit et médecine, ils doivent faire un minimum de 3 ans d'université avant d'y accéder. Donc, le programme de dépistage il est offert à ces 6 facultés-là. Et puis, ces 6 facultés-là comptent 29 000 étudiants à peu près, dont à peu près 9 000 francophones. Donc, en 2002, l'Université d'Ottawa a créé le service d'appui au succès scolaire, dont l'unité d'appui aux études fait partie. Le service d'appui au succès scolaire, communément appelé le SAS, a différents secteurs, dont le service d'accès pour les besoins d'accompagnement. On a un service d'aide à la rédaction des travaux universitaires, qu'on appelle communément le CARTU.
Et puis, on a aussi un service pour les étudiants autochtones. Et puis, on a évidemment l'unité d'appui aux études et on a un service de counseling personnel là, pour les étudiants. En 2003, un an après la création du SAS, on a commencé à demander aux professeurs des cours de première année, les cours les plus à risque en première année, les cours que je dirais névralgiques. On a demandé aux professeurs de nous fournir les résultats en vue, évidemment, d'aider les étudiants le plus tôt possible dans leur parcours. Et puis plus tard, en 2012, on a bâti ce qu'on appelle un modèle prédictif. On voulait avoir un modèle qui pouvait dépister les étudiants avant même qu'ils écrivent leur premier examen de mi-session. Alors, je vais parler plus en détail de ce modèle-là parce que c'est ça qui est le plus nouveau dans notre modèle, puis c'est celui qu'on veut travailler aussi dans le futur parce qu'on trouve que ça vaut vraiment la peine de l'utiliser dans notre pratique. Alors, ensuite de ça, évidemment, je vais vous parler du déroulement dans le temps, comment ça se passe, notre programme, mais je vais d'abord concentrer là, les prochaines minutes à vous parler justement de ce modèle prédictif-là, pour lesquels on utilise certaines variables, comme par exemple un étudiant qui arrive du secondaire, on a accès à toutes ses notes antérieures. On sait évidemment le sexe de l'étudiant, la langue qui va venir étudier à l'Université d'Ottawa, qui est l'anglais ou le français. On regarde aussi sa provenance, si est de la région d'Ottawa, locale ou de l'Outaouais, et puis si est de l'extérieur. On regarde aussi si il vit en résidence ou pas. Et puis, c'est ce qui a fait notre modèle, un peu notre modèle prédictif. On a fait des analyses de régression logistique multinomiale pour nous indiquer, évidemment, les variables que je vous ai mentionnées qui étaient toutes significatives. Alors, on a bâti avec ça un modèle prédictif. Alors, pour tous les étudiants qui sont admis, les nouveaux admis, on applique une probabilité de quitter l'institution à l'intérieur des 2 premières années d'études. Alors, cette probabilité-là, évidemment, on l'apprend pour chacun des étudiants, puis ensuite de ça, on transforme ça sur une échelle de 1 à 10, et puis on demande évidemment aux intervenants dans les facultés de rencontrer tous les étudiants qui ont un score de 7 ou plus sur 10. Et puis, je vais vous expliquer un peu dans le temps comment est-ce qu'on veut que ça se déroule tout ça. Ça commence évidemment, les étudiants y arrivent en septembre, comme toutes les autres universités au Canada. Et puis, durant, je dirais, à peu près après la 2e ou 3e semaine de cours, là, on demande aux intervenants des facultés de commencer à rencontrer ces étudiants-là qui ont été diagnostiqués à risque avec le modèle prédictif. Et puis, ça va se passer, là, je dirais, là, vers le 20 septembre jusqu'à peu près la mi-octobre, juste avant qu'on obtienne les notes dans les cours de mi-session. Alors, ce modèle-là, une fois qu'on l'a mis en place, les rencontres qui ont lieu avec les étudiants, puis c'est là qu'on découvre des cas, par exemple, assez particuliers d'étudiants pour qui la transition se fait pas bien, pour qui souvent c'est des étudiants qui sont non locaux aussi, ou ils s'ennuient de leur famille, de leurs amis. Ils ont besoin d'aide aussi. On dépiste aussi les étudiants qui vivent de grands stress, l'anxiété et tout ça. Alors, on intervient à ce niveau-là aussi avec les services qu'on leur offre. Et puis, à partir là, de la mi-octobre jusqu'à la mi-novembre, là, on utilise comme résultat les examens de mi-session ou les premiers travaux. Plus on avance dans le temps, évidemment,
plus les instruments sont précis, comme par exemple le modèle prédictif pouvait dépister les étudiants qui étaient à risque scolaire, mais qui étaient à risque aussi d'abandon pour d'autres raisons, alors que l'émission aussi nous renseigne surtout sur le côté académique. Alors, on veut rencontrer tous les étudiants qui se retrouvent en situation d'échec comme ça. Évidemment, c'est pas tous les étudiants qui vont répondre puis qui vont venir nous voir, mais on essaye le plus possible d'en rencontrer le plus grand nombre possible. L'intervention comme telle avec l'étudiant se fait, comme je disais, avec les facultés. Donc, dans les facultés, ce sont surtout les conseillers pédagogiques qui les rencontrent, mais il y a aussi des conseillers, des consultants en apprentissage, pardon, qui les rencontrent. Alors, dépendamment de la nature, évidemment, de la problématique, le but du conseiller pédagogique ou du consultant en apprentissage, c'est d'identifier la problématique de l'étudiant. Donc, une fois que ça c'est identifié, l'étudiant en question va être référé à certains services qu'on offre sur le campus. Comme par exemple, à l'unité d'appui aux études, on a un programme de mentorat étudiant. Il y a plusieurs centres sur le campus, puis il y en a un dans toutes les facultés. Les mentors étudiants sont là pour aider les étudiants dans leur stratégie d'études, comme par exemple la préparation aux examens, la gestion du temps, la gestion du stress, la prise de notes, etc. Donc, les mentors sont là pour aider les étudiants à cet effet. La particularité de notre programme de mentorat étudiant, c'est que nos mentors sont hyper formés pour aider ces étudiants-là. C'est-à-dire qu'ils reçoivent une formation continue tout au long de l'année scolaire, puis selon, évidemment, certaines formations qui sont surtout reliées aux stratégies d'études, mais aussi liées aux problématiques des étudiants qu'ils rencontrent. Donc, il y a beaucoup de formations sur les cas d'étudiants qu'ils rencontrent aussi. On les aide à mieux transiger avec les étudiants. Et puis, évidemment, comme je vous parlais tantôt, quand la nature du problème est haute pour l'étudiant, comme par exemple si c'est des problèmes plus personnels ou de carrière, alors là, les étudiants vont être référés à des conseillers professionnels en carrière ou des conseillers en counseling personnel. Et puis, il faut dire aussi qu'on a, depuis 2 ou 3 ans, je ne me rappelle pas exactement, mais on a aussi de la zoothérapie pour les étudiants qui sont stressés. Alors, on a quelques chiens qui travaillent pour nous. Alors, c'est très, très, très populaire. Il y a toujours beaucoup d'attentes pour ça. Alors, on a des chiens qui rencontrent les étudiants pour diminuer leur stress. C'est surtout très populaire avant les examens. Et puis, une fois que les premières rencontres sont faites avec les étudiants, évidemment, le but du programme de dépistage, c'est de faire en sorte que l'étudiant qui va rencontrer son conseiller ou son consultant en apprentissage, c'est qu'il y ait en main un plan d'action pour la suite. Et puis, le conseiller ou le consultant est responsable du suivi avec l'étudiant pour voir si l'étudiant va chercher les services dont il a besoin, puis si sa situation s'améliore dans le temps. Alors, évidemment, on a d'autres temps dans l'année où on vérifie ça. Alors, au début, quand on dépiste l'étudiant aux mi-sessions avec le modèle prédictif, on va demander une rencontre de suivi dans le même semestre, un peu plus près de la fin du semestre, mais avant la période d'examen de fin de session. Et puis, au deuxième semestre, une fois qu'on a les notes accumulées de tout le premier semestre, alors là, c'est un autre, je dirais, un autre flag de l'étudiant où ce qu'on veut rencontrer encore les étudiants qui avaient été dépistés au premier semestre, mais aussi les nouveaux étudiants qui n'avaient pas été dépistés au départ. Et puis, le processus se poursuit comme ça jusqu'à la fin de l'année
où ce que la première année, en tout cas, j'imagine que c'est comme ça un peu partout, la première année décide du futur de l'étudiant, c'est-à-dire que les notes et les moyennes de la première année de l'étudiant prédisent très bien la suite du parcours de l'étudiant, et puis les plus à risque, chez nous, il y a de très fortes chances qu'il ne soit pas de retour après la deuxième année d'études. Alors ça, nos études le démontrent depuis plusieurs années. Les premiers résultats prédisent la suite pour l'étudiant. Alors on sait qu'il faut agir le plus tôt possible. Une chose qu'on fait aussi, puis c'est encore je dirais en pilote durant le deuxième semestre, on utilise un questionnaire pour dépister les étudiants indécis. C'est-à-dire les étudiants qui sont dans un programme, puis qu'ils sont pas trop certains s'ils devraient poursuivre ou non dans ce programme-là. Ils pensent même à un changement de carrière. Alors, on utilise, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce questionnaire-là. Il s'appelle le CDDQ. Là, en anglais, c'est le Career Decision Making Difficulties Questionnaire. Ce questionnaire-là, on a eu les permissions de l'auteur pour le traduire. On l'a traduit en français. On utilise la version intégrale en anglais. Et puis, ça nous permet vraiment d'identifier un autre genre de dépistage d'étudiants à risque, surtout au niveau de l'indécision, puis l'étudiant qui n'est pas capable de se visualiser plus tard dans le futur, soit dans un programme ou dans une carrière. Alors, ce test-là, pour nous, on l'a utilisé à petit, je dirais, avec des programmes plus généraux, mais on pense l'institutionnaliser dans le futur. Alors, c'est un peu notre programme de dépistage à l'Université d'Ottawa. Oui, alors on va être prêt à ce moment-là à prendre déjà des questions. Peut-être en attendant que les premières questions arrivent, moi je serais un petit peu curieuse de voir de quelle façon vous approchez les étudiants que vous avez dépistés avec le modèle au départ. Est-ce que vous passez un coup de fil? Est-ce que vous les interpellez par courrier électronique? Je comprends que c'est sur une base volontaire après qu'ils vont se manifester, mais comment on les approche là, pour leur dire qu'ils ont été identifiés ou définis? Les modèles diffèrent d'une faculté à l'autre. Je dirais que la majorité va envoyer un courriel pour demander à l'étudiant d'être rencontré. Mais il y a des facultés aussi qui donnent des coups de fil aux étudiants. Alors, les deux approches sont là. Oui, il y a une première question qui est entrée. On nous demande si le questionnaire est oui, gratuit. nous, on a eu les droits de l'auteur, puis on le fait passer aux étudiants. C'est gratuit. Alors, les étudiants vont le remplir en ligne, et puis ça nous permet d'avoir les résultats instantanément. Et puis, une fois que le questionnaire nous démontre que quelqu'un est à risque, alors on va contacter l'étudiant pour le rencontrer le plus tôt possible. Une autre question qui est arrivée, est-ce que la première rencontre avec l'étudiant qui est dépisté est faite par le responsable de sa faculté directement? Est-ce que c'est le responsable qui la première rencontre de l'étudiant, c'est toujours l'intervenant de la faculté, soit le conseiller pédagogique ou le consultant en apprentissage. Alors, quand on fournit évidemment les résultats aux facultés, eux, ils vont distribuer le travail à l'intérieur avec leurs conseillers et leurs consultants en apprentissage, et puis c'est eux qui décident de la distribution des tâches à cet effet-là. Les gens veulent aussi savoir qui est l'auteur du questionnaire, s'ils peuvent avoir la référence. Oui, je me rappelle pas du nom par cœur. Je pense que c'est un professeur de l'Université de Jérusalem. Si vous tapez CDDQ sur le web, vous allez le trouver. Puis je pense même qu'ici, la Cité collégiale l'a même mis disponible en français sur son site web. Alors, vous pouvez le faire, il est très facile à trouver. OK. Je pourrais mettre le lien. Alors, on demande aussi, oui. oui. Ah, OK, parfait.
est-ce que les enseignants qui prennent soin des élèves ont accès à toutes les informations antérieures, les résultats scolaires, comportements, Non, progression? non, pas du tout. Les enseignants n'ont pas le droit de voir ça. C'est seulement l'administration qui a le droit de voir ces informations-là. Tout le modèle prédictif comme tel, il est fait par l'unité d'appui aux études. Et puis, les professeurs à l'université, ils ont le droit de voir seulement les notes qu'ils donnent pour leurs cours. OK. Combien d'employés dans votre équipe là, pour les dossiers pour les employés, ça dépend des facultés. Pour nous, ici à l'unité d'appui aux études, on est 5 employés. Et puis, dans les facultés, ça dépend. Il y a des facultés qui ont plus d'étudiants que d'autres, mais je dirais qu'à peu près, en tout, pour tout, sur le campus, à peu près 30 conseillers pédagogiques, puis 4 consultants en apprentissage. Ouais. OK. La zoothérapie semble avoir aussi intrigué les gens. On veut savoir un petit peu plus comment ça fonctionne. C'est assez simple. Hein? Sur le site web, ça s'affiche les temps où ce que les chiens vont être disponibles. Et puis, c'est premier arrivé, premier servi. Ils doivent faire la ligne. Il y a un endroit pour aller les voir. Il y a une pièce dans un édifice où ils peuvent aller le voir. Et puis, les gens attendent en ligne pour aller voir un des chiens. On a le temps encore pour quelques questions. On nous demande c'est quoi la différence entre un conseiller pédagogique et un consultant d'apprentissage? Le conseiller pédagogique, ben, c'est celui qui rencontre des étudiants, mais aussi qui s'occupe de son dossier scolaire, l'inscription, l'abandon de cours, rendement scolaire et tout ça. Tandis que le consultant en apprentissage, lui, ne fait que rencontrer des étudiants qui sont à risque d'abandon et tout ça. Le consultant va aussi aller peut-être un peu plus en profondeur sur les stratégies d'apprentissage et tout ça, mais ça se ressemble, ça se recoupe un peu. Mais le consultant d'apprentissage ne fait pas de rendement scolaire et ne fait pas d'inscription. Et puis, on se demandait aussi le taux de réponse des étudiants dépistés. Là, combien vont se présenter là, à la première rencontre? Là, ça aussi, ça va varier d'une faculté à l'autre. Je dirais que globalement, on est capable d'aller chercher à peu près 40% des étudiants, mais il y a des facultés qui ont plus de succès que d'autres. Il y en a qui vont chercher quasiment 100% des étudiants qui sont à risque. Alors, je pense que ça dépend des programmes, puis ça dépend beaucoup des motivations des étudiants. Alors, je pense que pour l'instant, on va s'arrêter. Il y a encore plein de questions. J'espère qu'on aura le temps d'y revenir par la suite. On va les garder de côté pour la suite des choses. On passerait maintenant à la présentation de Mme Charland. Alors, merci beaucoup, M. Daou. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis ici pour vous entretenir sur le projet Ma Réussite, qui sont des outils ou un système facilitant le dépistage des étudiants en difficulté et le soutien aussi à la réussite. Alors, voici un petit plan de ma présentation. D'abord, je vais vous mettre un peu en contexte sur quelques chiffres sur l'Université Laval. Et aussi, je vais expliquer les raisons ou les besoins à la base. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de se lancer dans cette aventure-là, de faire un système de dépistage et de soutien à la réussite. Je vais vous donner vraiment un bref aperçu des outils Ma Réussite, puisque notre système est assez bien documenté, puis il y a une page qui est d'ailleurs accessible au public. Je vous donnerai les références à la fin, si vous voulez aller voir. Il y a beaucoup de ressources, des guides qui ont été faits pour les étudiants, pour les enseignants et la direction de programme, qui sont les 3 acteurs principaux visés par ce système-là. Je vais vous parler brièvement aussi de notre démarche d'implantation, comment toute cette aventure a commencé et on est rendu aujourd'hui. Et l'évaluation, on en a eu plusieurs processus d'évaluation, mais j'aurai peu de temps pour en discuter. Et à la fin, j'ai formulé quelques pistes de réflexion ou conditions peut-être qui ont favorisé chez nous l'adhésion des facultés et des différentes clientèles. Je vais monter mon son, on me dit que mon son est plus faible. Mieux comme ça. Alors, donc, c'est ça. Alors, je vais terminer avec des pistes de réflexion peut-être pour les gens qui pensent à se lancer dans cette aventure-là, peut-être un petit peu partager notre expérience.
Alors, en bref, en très très bref, l'Université Laval, c'est une taille qui est très semblable à l'Université d'Ottawa, donc c'est des données de 2015. Nous avions 42 500 étudiants qui sont répartis dont les 3 quarts de ces étudiants-là environ sont au premier cycle d'études, donc des programmes de certificat de baccalauréat essentiellement. Donc, on a 17 facultés sur le campus, plus de 500 programmes d'études, dont l'Université Laval a beaucoup de cours à distance et maintenant la montée aussi des cours hybrides. Donc, on a plus de 80 programmes d'études qui peuvent se faire aussi entièrement à distance. On est répartis aussi dans 60 départements, écoles et instituts qui sont répartis dans différents types de formation. Nous sommes grâce à l'Université Laval puisque nous avons notre équipe de développement qui a fait un système maison, notre environnement numérique d'apprentissage qui s'appelle Portail des cours et développé ici localement. Donc, on a une équipe de développement avec nous et c'est d'ailleurs avec cette équipe-là qu'on a développé le système de dépistage des étudiants à risque et le système de soutien. Le portail des cours, notre ENA, que je vais appeler l'ENA, est très utilisé sur le campus. J'ai pas de statistiques fraîches en date d'aujourd'hui, mais on peut dire que près des 3 quarts des sites de cours ou près des 3 quarts des sites de cours utilisent le portail des cours, donc mettent des activités en ligne. Et c'est très fréquenté par nos étudiants. Certains jours, on a plus de 140 000 connexions par jour qui sont faites sur cette plateforme-là. Pourquoi avoir décidé de créer des outils de dépistage et de soutien auprès des étudiants en situation de difficulté? D'abord, la réussite des étudiants, c'est une priorité institutionnelle. Il y a plusieurs initiatives. Le système de dépistage est une des mesures qui a été faite par l'Université Laval, mais il y en a bien d'autres. Il y a les tutorats, les programmes de tutorat, de mentorat aussi, le programme d'accueil pour les étudiants étrangers ou certains programmes de formation qui sont plus destinés à des clientèles plus vulnérables. Aussi, les intervenants qui sont en première ligne avec le suivi de la réussite des étudiants, pour eux, c'était avant la venue des outils de dépistage presque impossible d'identifier rapidement les étudiants à risque. Alors, quand on les accueillait en première session, d'avoir des données réelles, en temps réel, c'était presque impossible. Certaines facultés s'étaient dotées de systèmes parallèles, si vous voulez, pour essayer de communiquer avec les enseignants pour recevoir des résultats en cours de session, mais c'était très, très partiel comme données qu'ils avaient. Donc, leurs interventions se faisaient de manière souvent un petit peu trop tard lorsque l'étudiant a déjà accumulé du retard. Ensuite, on a voulu faire aussi une meilleure promotion, une promotion plus ciblée des nombreux services d'aide aux étudiants sur le campus. On a un merveilleux centre d'aide aux étudiants ici qui a des conseillers en orientation, des psychologues, des gens qui sont conseillers au niveau des étudiants qui sont en situation de handicap. Donc, les étudiants peuvent bénéficier gratuitement de ces services-là et les étudiants souvent apprennent plus tard, lorsque ça fait quelques mois ou quelques années, même qu'ils sont entrés à l'université, qu'ils pouvaient bénéficier de cet élément-là. Donc, le système vise aussi à envoyer des ressources aux étudiants pour pouvoir, selon leur profil, des ressources qui sont susceptibles de les intéresser. Et il y a une quatrième raison, évidemment, qui est les développements technologiques des dernières années nous amènent des nouvelles possibilités pour tirer des meilleures informations des données qui sont stockées justement sur notre environnement numérique d'apprentissage. Donc, évidemment, avant de se lancer dans la conception d'un système de dépistage et de soutien aux étudiants, on a fait une démarche d'analyse et de consultation formelle. Donc, on est allé voir ce qui se faisait dans le domaine de la recherche. Si on fait un petit peu de recherche à ce niveau-là, vous allez tomber sur les Learning Analytics. Donc, le Learning Analytics, c'est un domaine de recherche qui est en pleine émergence où, justement, on s'intéresse à l'utilisation des données massives ou le Big Data, des fois on voit cette appellation-là, pour essayer d'améliorer l'apprentissage et l'enseignement. Donc, on est allé voir ce qui se faisait de ce côté-là. On est aussi allé consulter différentes universités et des collèges, surtout américains, qui ont des initiatives similaires, donc qui ont créé des systèmes de dépistage précoce des étudiants à risque, qu'on appelle aussi les Early Warning Systems. Et on a aussi entamé une vaste consultation à l'interne à l'Université Laval. Il y a plus d'une 60aine de personnes qui ont été rencontrées dans les années 2012-2013 pour essayer de comprendre le besoin, de voir comment est-ce qu'on pourrait faire notre système pour qu'il puisse convenir aux besoins de notre contexte d'enseignement. Et ce qui est ressorti de ces consultations-là, entre autres, on voulait évidemment que ça facilite la tâche des intervenants et non pas que ça l'alourdisse. Donc, on puisse leur donner des outils pour mieux intervenir. Et on voulait aussi, un élément très important qui nous a été exprimé par les étudiants et par plusieurs intervenants,
c'était que les étudiants puissent être impliqués dès le départ dans la conception de ce système-là. Donc, sur notre comité de pilotage, on avait des représentants des associations étudiantes qui donnaient leur avis au niveau de l'élaboration, puis on voulait aussi que ça puisse profiter à tous les étudiants qui soient en difficulté ou pas sur le campus. Alors, ce processus d'analyse et de consultation-là nous amène à faire des choix quant aux composantes de notre modèle. D'abord, on a décidé de se préoccuper surtout des programmes de premier cycle dans un premier temps. Alors, les programmes de premier cycle sont baccalauréat, certificat, micro-programme, puisque c'est là où on a les plus grands taux d'échec et d'abandon, et c'est là où on pensait qu'on pourrait avoir le plus d'impact aussi. On a aussi, on peut dire que c'est un modèle semi-prédictif qui nous a été présenté par M. Daou. C'est vraiment un modèle plus prédictif, pur, qui regarde les données antérieures de l'étudiant, son moyenne générale au secondaire, sa cotaire, tous ces éléments-là, ces données sociodémographiques. Dans notre cas, on a plutôt utilisé, on utilise en fait des données qui sont cueillies en temps réel durant la session. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là, entre autres? Ben, parce qu'on voulait que les trois acteurs visés par la réussite scolaire, c'est-à-dire l'enseignant, qui a la responsabilité quand même d'encadrer, de faire un suivi de la réussite de ses étudiants, donc de les appuyer, de les soutenir. La direction de programme, donc plus tard je vais expliquer c'est quoi le rôle exactement d'un directeur de programme dans les programmes universitaires. Donc il y a aussi ce rôle-là de soutenir les étudiants de son programme d'études et de lui apporter de l'aide s'il y a des difficultés, et aussi tous les étudiants. Donc qu'ils soient en difficulté ou pas, on leur envoie des informations à ces étudiants-là. Donc, les trois acteurs visés par le suivi de la réussite, on voulait que ces informations-là soient transmises aux trois personnes que vous voyez. Alors, ça nous a amené à nous pencher à définir des objectifs de ce projet-là. Les deux premiers s'adressent plus aux étudiants. On veut agir sur l'étudiant lui-même, lui permettre de prendre rapidement connaissance de son niveau de participation et de performance dans le cours. Donc, en lui envoyant des signaux durant la session, en cours de route. On espère que ces signaux-là vont lui envoyer de l'information pour qu'il voit où est-ce qu'il se situe par rapport aux autres de son groupe, puis par rapport à ses résultats qui sont cumulés. On veut aussi les orienter vers les personnes puis les ressources d'aide les plus appropriées, qui sont susceptibles de les aider selon leur profil. Donc, les étudiants de certains programmes vont recevoir certaines ressources qui sont vraiment, dont ils font partie de la clientèle cible. Le dernier objectif est pour les intervenants, en leur envoyant des informations tôt en cours de session, on veut justement leur permettre d'être plus proactifs pour ne pas arriver devant un fait accompli lorsque les résultats sont entrés après une session. Ces informations-là sont envoyées à l'enseignant ou encore à la direction de programme. Et là, les étudiants qui ont eu de la difficulté dans plusieurs cours se retrouvent parfois en situation de probation ou d'exclusion. Donc, en envoyant de l'information plus tôt, on veut avoir une intervention plus proactive. Et tout ça, on ne voulait pas un système externe, évidemment. C'est tout intégré. C'est comme un module, si vous voulez, qu'on a intégré dans notre portail des cours, notre environnement numérique d'apprentissage, notre EVA. Donc, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, notre ENA est très utilisé ici à l'université. La vaste majorité des enseignants l'utilisent. Et ça génère beaucoup d'activités quotidiennement. On peut dire que même les journées de pointe, là, il y a plus de 2 millions d'événements qui se produisent sur notre portail des cours. Un événement, c'est quoi? C'est par exemple un accès au site de cours, un élément qu'un étudiant va rédiger dans le forum de discussion, une tentative de faire un questionnaire en ligne, une publication de résultats par un enseignant. Alors tout ça, ce sont des événements. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est tout simplement, j'utilise le mot simplement, mais l'équipe technologique vous dirait que c'est peut-être l'adverbe qui n'est pas tout à fait approprié parce que ça ne se réalise pas seul. En fait, c'est qu'on prend ces données-là qui sont sur notre plateforme développée localement et on les traite de façon à sortir de l'information, des indicateurs, sur la participation, le niveau de participation d'étudiants dans les activités en ligne et les résultats aussi, au fur et à mesure, ils sont publiés sur le portail des cours. Ces indicateurs-là, on a choisi le code qui est assez connu universellement des feux de circulation, le vert, jaune, rouge. Donc, ça prend en considération que en fait, les éléments qui sont sur le site de cours. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner vraiment un bref aperçu, parce que le temps file, de ce que voit un étudiant, quels sont les critères de participation et quels sont les indicateurs de résultats, comment ça fonctionne. Mais comme je vous disais, je vais vous inviter à aller voir les références pour ceux qui voudront en savoir plus, là, les références que je vais donner à la fin.
je vais vous montrer aussi très rapidement ce que le gros avantage pour la direction de programme de notre système. Donc, un étudiant, dans le fond, il va avoir un tableau de bord qui est disponible pour chacun de ses cours. Ce tableau de bord-là, il y a des informations qui lui sont envoyées en cours de session. Donc, c'est mis à jour en temps réel. C'est constitué des indicateurs sommaires. Donc, l'indicateur sommaire, lui, il est le résultat du calcul des indicateurs de participation. Donc, quand on parle d'indicateurs de participation, c'est par exemple le nombre d'accès au site de cours, le nombre de fichiers téléchargés, si l'étudiant fait des tentatives à des questionnaires qui soient formatifs en ligne, et aussi des indicateurs de résultats. Donc, au fur et à mesure où il y a publication de résultats, la couleur de l'indicateur va dépendre du résultat obtenu. Il y a aussi dans ce tableau de bord-là un graphique de tendance qui nous permet de voir, dans le bas là, du graphique, vous voyez, c'est les semaines de cours. Donc, vous voyez votre étudiant, l'évolution de sa couleur, parce que sa couleur est très furtive, elle peut se modifier lorsqu'on appelle le tableau, elle est mise à jour automatiquement. Donc, si un étudiant peut partir la session dans le rouge parce qu'il ne s'était pas vraiment connecté à la plateforme, mais là, on le verra à ce moment-là dans le graphique. Et on a aussi la liste de contacts, donc les enseignants, la direction de programme, puis les assistants de cours, s'il y en a, évidemment. Dans le bas de ce tableau de bord-là, c'est là qu'on va trouver la partie ressources. Donc, on a 2 mini-tests autodiagnostiques qu'on offre aux étudiants. Le premier concerne l'aide à définir s'il y a des difficultés d'apprentissage. Et on va le pousser vers des ressources. Le bas de l'écran que vous voyez, là, on va changer si les étudiants, va se modifier si les étudiants font ces tests-là, autodiagnostiques. Alors, dans la partie à gauche, ce que vous voyez, ce sont des services et des outils qui sont offerts à l'Université Laval. Et ça s'affiche en lien avec le profil de l'étudiant. Donc, un étudiant, par exemple, qui est en baccalauréat en statistique, qui a un centre de dépannage en statistique, va voir défiler la ressource ponctuellement sur le centre de dépannage. Donc, il faut l'inviter à cliquer. Mais ça ne s'affichera pas pour un étudiant qui est dans un autre programme d'études. Même chose, si l'étudiant est un étudiant étranger, bon, on va donner le lien pour le Bureau de la vie étudiante, qui est un organisme qui a cette clientèle-là comme clientèle cible des étudiants étrangers. Dans la partie de droite, on a des ressources qui sont offertes par le Centre d'aide aux étudiants. Dans le cadre de ce projet-là, entre autres, on a développé parallèlement des formations en ligne, des formations interactives, puisqu'il y a beaucoup de demandes au niveau de notre Centre d'aide aux étudiants. Donc, parfois, les étudiants ont juste besoin d'aller consulter de façon autonome. Donc, ils peuvent consulter beaucoup de documentation papier, donc des formations qui sont en ligne, qui sont animées et qui s'adaptent à l'étudiant. Ils peuvent s'inscrire à des ateliers, des conférences ou demander une consultation individuelle par cet endroit-là. Donc, ça fait le tour pour l'étudiant. Comme je vous disais, je vais très, très vite, mais vous pourrez aller visionner aussi une excellente capsule vidéo qui a été faite en 2 minutes et demie. Ça explique qu'est-ce que le projet Ma Réussite. Et c'est aussi, il y a des étudiants, parce que les associations étudiantes étaient tout à fait d'accord avec ce projet-là, et la représentante de l'association étudiante nous explique pourquoi est-ce que c'est bon pour les étudiants, pourquoi est-ce qu'ils ont accepté de participer à ce projet-là. Maintenant, je vais vous montrer très rapidement qu'est-ce que contient le tableau de bord de la direction de programme. Les indicateurs qu'on a vus de participation et de résultats sont accessibles à la direction de programme, sont accessibles aussi aux enseignants, mais je ne vous montrerai pas parce que les enseignants voient dans le fond seulement que les étudiants qu'il a dans son cours à cette session-ci. Tandis que la direction de programme, lui, son rôle de base, c'est d'assurer le suivi de la réussite auprès des étudiants de l'ensemble de son programme d'études. Dans une grande université comme l'Université Laval, des fois, on a des centaines, voire des milliers d'étudiants. Le bac en administration des affaires, je pense qu'il y a 4000 étudiants qui sont inscrits. Alors, évidemment, le directeur de programme ne peut pas faire seul ce travail. Souvent, il doit être épaulé par un ou plusieurs conseillers à la gestion des études. Le conseiller à la gestion des études est une personne qui peut avoir, si le directeur de programme le décide, peut avoir les mêmes vues là, que lui. Et souvent, c'est un conseiller à la gestion des études à l'Université Laval, ça fait un petit peu ce qu'un API, un aide pédagogique individuel, fait au collégial. Donc, conseille l'étudiant, soutient la première ligne de la réussite et aussi conseille les étudiants sur leur choix de cours. Donc, en plus des indicateurs plus particuliers qu'on a vu tout à l'heure comme pour les étudiants, voici ce que la direction de programme va voir. Il va voir l'ensemble des étudiants de son programme et chacune des pastilles colorées que vous voyez correspond à l'état de la réussite, si vous voulez, en cours de session de ces étudiants. Donc, il va pouvoir faire un suivi beaucoup plus ciblé de ces étudiants-là. Alors, très rapidement, je vais vous
montrer un petit peu comment ça a commencé tout ça. Ça a commencé à l'hiver 2014, où on avait une trentaine de cours qui participaient à un premier projet pilote. À la suite de ça, on a fait une première évaluation auprès de certaines clientèles, de toutes nos clientèles. Ensuite, on est entré à partir de l'automne pour avoir un effet programme dans plusieurs cours. Donc, vous voyez, on est monté quand même à 328 cours, puis on avait 10 000 étudiants qui bénéficiaient d'au moins un cours avec les outils d'appui à la réussite. Et aujourd'hui, on est rendu à 22 000 étudiants de premier cycle qui ont au moins accès à un cours qui utilise les outils Ma Réussite. Donc, ça va très bien. On a beaucoup de données sur l'évaluation. Et on a aussi soumis notre candidature l'année dernière au concours des Actions TI, pour ceux qui connaissent. Et on a gagné 2 octaves, dont l'octave de l'excellence pour ce projet-là l'année dernière, en 2015. En terminant, je vous dirais quelques pistes pour favoriser la mobilisation, puisque ça demande quand même une adhésion du milieu, autant du milieu étudiant, des corps professoraux, comme de la direction facultaire de programme. Je vous dirais que d'impliquer les acteurs clés dans l'élaboration du projet, ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Ensuite, de respecter le rythme des facultés des programmes d'études, d'essayer d'aller chercher l'appui de la direction et du comité de programme. Alors moi, l'approche avec les programmes, c'est souvent d'essayer d'aller présenter un comité de programme où il y a des étudiants, il y a des enseignants et il y a des directions de programme. Ensuite, aussi expliquer les besoins à l'origine du projet, un peu ce que j'ai fait rapidement. Aussi, pourquoi est-ce qu'on fait ça, puis comment ça fonctionne, comment sont calculées les couleurs. Les gens veulent savoir. Il faut insister pour que ça se rende jusqu'à l'enseignant et aussi jusqu'à l'étudiant. Idéalement. Je crois qu'il faut aussi laisser les intervenants s'exprimer parce que plusieurs ont des questions sur ce projet-là, ont des craintes, veulent émettre des réflexions et puis c'est plus favorable que ça survienne lors d'une présentation en assemblée générale, par exemple, plutôt qu'à l'extérieur de la présentation ou s'ils n'ont pas eu la chance de les écouter. Et il faut aussi leur montrer comment s'en servir, comment ça pourrait les aider. Alors, quand je rencontre des facultés, ben, je n'hésite pas à donner d'exemples d'autres facultés, comment ils s'en sont servis, puisque ce sont des outils. Il y a différentes façons de s'en servir selon le contexte de notre faculté. Et voilà, pour les pister. Alors, pardon, merci. On a déjà des questions qui entrent. Alors, les indicateurs sommaires pour la direction de programme, on nous demande si les différents points de couleur font référence à la progression de la situation de l'étudiant dans le temps. En fait, ce qu'on a vu, je vais revenir en arrière peut-être. J'imagine que c'est ici. Alors, chacune des pastilles de couleur correspond à un cours inscrit à la session donnée. Mais là, si on veut du détail, il faut cliquer sur le nombre d'étudiants et là, on va avoir un graphique justement dans le temps. Parce que cette couleur-là, dès qu'on appelle le tableau de bord, elle se met à jour. Donc, un étudiant peut être rouge une journée, le lendemain, il est jaune. Dans une semaine, il est vert. Ça dépend toujours des... Donc, on peut garder une trace dans le temps. Parfait. On se demande aussi, est-ce que les étudiants sont à l'aise là, au fait que les enseignants et les directeurs de programme peuvent voir leurs indicateurs? En fait, ça, c'était une de nos préoccupations au départ, mais dans les gens qui ont fait partie de la consultation, du processus de consultation, vous allez voir les associations étudiantes. Pour eux, non, parce qu'ils le voient de façon positive. Et c'est très bien dit dans la vidéo promotionnelle là, qui explique un peu en quoi ça consiste, Ma Réussite. Justement, ils le voient comme des outils qui sont donnés aux intervenants pour pouvoir profiler ou suggérer des ressources plus pertinentes pour l'étudiant. Il n'y a aucun étudiant qui a demandé, par exemple, de se retirer. L'étudiant peut masquer ses indicateurs, ça je ne l'ai pas mentionné, mais il peut le masquer parce qu'évidemment, en amphithéâtre, des fois, on a un portable. On ne veut pas que tout le monde derrière voit la couleur associée. Donc, les étudiants peuvent masquer ces indicateurs-là s'ils n'aiment pas ça ou s'ils veulent tout simplement pas que les autres puissent voir. Est-ce que certains changements ont été là, observés soit sur les tâches d'encadrement de la direction de programme ou sur les enseignants, au niveau des enseignants, suite aux évaluations que vous avez faites? Tout à fait. Je vous dirais que le but premier, c'est de dépister plus efficacement. Puis, dans une question qu'on a posée aux intervenants, justement, est-ce que vous considérez que ça a permis de dépister plus rapidement et efficacement les étudiants? 90% de nos répondants de la direction de programme ont répondu oui et 74% des enseignants ont répondu oui.
Donc, je dirais que la direction de programme, pour eux, c'est un outil dont tout le monde qui a adhéré ne se passerait plus maintenant, puisque avant, pour obtenir ces données-là, c'était des énergies, énormément d'énergie, et des données souvent partielles qu'ils obtenaient, tandis que là, ils ont tout en temps réel. Aussi, on veut savoir, est-ce que ça s'applique autant aux cours qui sont en classe que pour les cours à distance, par exemple? Oui. En fait, on offre la possibilité. C'est sûr qu'à distance, je voudrais que la réaction des enseignants est plus instantanée parce qu'il n'y avait pas de moyens, comme il n'y a pas de contact avec les étudiants en présence, et ils ne savaient pas si les étudiants faisaient vraiment quelque chose. Là, ils ont des statistiques, ils ont des chiffres pour voir si les étudiants fréquentent de façon régulière le type de cours. Les enseignants en présence, je dis toujours, c'est des indicateurs, il faut faire attention. Vous avez le contact aussi avec ces étudiants-là, et si le cours a très peu d'éléments, très peu d'activités sur le site de cours. Là, à ce moment-là, on regarde avec un programme s'il y a lieu de l'inclure ou encore de ne pas l'inclure, parce que s'il n'y a pas assez de trafic, les indicateurs sont, je dirais, statistiquement moins intéressants. Une dernière question, là, dans le temps qui nous est alloué pour l'instant. On veut savoir si les différents services de soutien ont observé une augmentation là, des demandes de la part des étudiants. Une légère augmentation, beaucoup moins que ce qu'on anticipait, je vous dirais. Là, on n'a pas encore fait pour l'année l'hiver 2015. Là, on sort des statistiques. Là, on ne l'a pas encore fait cette session-ci. Par contre, je vous dirais que dans les 2 dernières années, l'augmentation était très, très légère. Donc, on ne peut pas dire que c'est nécessairement lié, mais probablement. Alors, merci beaucoup, Mme Charland. On va passer maintenant à la présentation de Mme Rodrigue. Oui, alors bonjour tout le monde. Le Cégep Limoilou, c'est un cégep qui accueille environ 5000 étudiants par année, par session. Plusieurs programmes sont ouverts à la session d'automne et à la session d'hiver. On a 18 programmes d'études techniques et 5 programmes préuniversitaires. En gros, pour situer le cégep, il y a 3 campus aussi. Les cours sont donnés sur 3 campus. Je vous dirai pas, je parlerai pas de tout ce qu'on a fait en mesure au niveau de la réussite depuis l'an 2000 avec la venue là, des obligations au niveau de la réussite. Je vais vous parler plus depuis l'an 2007, là, depuis 2007 où on a commencé à implanter plusieurs activités, plusieurs projets et plusieurs mesures réussite. Jusqu'à 2007 environ, on s'est intéressé beaucoup à la pédagogie de première session. On a eu plusieurs activités qui ont aidé, pour aider à la fois la réussite des garçons et aussi aider les enseignants au niveau de la réussite de la première session. Depuis 2007, on a commencé à implanter un projet, une activité, une mesure, je ne sais pas trop comment on va l'appeler maintenant, là, mais ça s'appelle Connaître pour accompagner. Alors, cette mesure-là s'est implantée dans certains programmes à géométrie variable finalement, puis on a réalisé au fil des années qu'il fallait des conditions préalables pour l'adhésion d'un projet dans les différents programmes d'études qu'on a chez nous. Et ces conditions-là nous ont permis, il y a 2 ans, en fait l'an passé, là, à démarrer ce qu'on appelle Connaître pour accompagner, qui est une mesure de dépistage des étudiants à risque d'échec en première année, première session. On s'intéresse particulièrement en première année, première session. Les conditions pour qu'un projet comme ça s'implante dans les programmes d'études, d'abord on a réalisé qu'il fallait que ce soit une volonté collège. Et on a inscrit ce projet-là dans le plan d'amélioration de la réussite, mais beaucoup plus que ça, dans le plan stratégique du collège aussi. Donc, c'est une volonté collège d'implanter ce projet-là dans l'ensemble des programmes. On s'est dit aussi qu'il fallait, avant le démarrage, impliquer différents acteurs comme les syndicats, le syndicat des enseignants, et aussi les enseignants. On a ce qu'on appelle un ACCD, là, où l'ensemble des enseignants se réunissent. Il fallait présenter ces projets-là d'abord pour qu'ils connaissent un peu puis qu'ils répandent la bonne nouvelle, si on peut parler comme ça, là, auprès des enseignants.
Et ensuite, il nous fallait faire un calendrier d'implantation de la mesure étape par étape. Donc, pas prendre toutes les bouchées en même temps, mais d'y aller une bouchée par une bouchée. Donc, de développer ça dans un programme d'abord, dans un deuxième, et ainsi de suite. En 1 an et demi, actuellement, on a 9 programmes d'études dans lesquels on a implanté, on a mis en œuvre la mesure. Et d'ici 2019, tous les programmes devraient, y compris le préuniversitaire, devraient connaître cette mesure-là puis l'appliquer dans leur programme. La quatrième démarche qu'on a réalisée, c'est qu'il fallait aussi on a présenté bien sûr aux coordonnateurs de département, mais il faut aussi impliquer les enseignants. Donc je vais vous parler peut-être plus de soins infirmiers parce que c'est le premier gros programme dans lequel on l'a implanté chez nous, cette mesure-là. On a d'abord rencontré les enseignants de première année, première session, on leur a présenté le projet, les objectifs du projet et leur participation, en quoi consiste leur participation. Tout de suite est venu avec ça des questions de dégagement d'enseignants pour pouvoir réaliser ça dans leur programme. Alors, il a été déterminé par le collège qu'il pourrait avoir une libération enseignant entre point 2 et point 6, dépendamment de la grosseur du programme, du nombre de personnes inscrites dans le programme, du nombre d'étudiants. Et avec l'expérience qu'on a vécue en soins infirmiers, on s'est rendu compte, ça fait 3 sessions que c'est implanté en soins, on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de mouvements de personnel, donc des nouveaux arrivants, de nouveaux enseignants qui arrivent et tout ça. Ce qui fait en sorte qu'on doit former et revenir et suivre constamment le projet dans les programmes à cause du mouvement de la rotation des gens qui circulent là-dedans. Alors ça, c'était comme 5 conditions préalables, je dirais, avant de démarrer n'importe quel projet chez nous, au niveau de la réussite scolaire. Le projet Connaître pour accompagner, je le disais tantôt, c'est un projet qui dépiste les étudiants très rapidement en début de session. Je vais peut-être faire circuler un petit peu je vous disais, bon. Le projet vise un double objectif. D'abord, le suivi de la formation et le suivi des étudiants. Le suivi de la formation touche et est principalement géré par les conseillers pédagogiques chez nous. Chez nous, on n'a pas toutes les mêmes appellations, je me rends compte depuis tantôt quand j'écoute les autres. Le conseiller pédagogique chez nous va travailler au niveau de la pédagogie avec les enseignants. Et les aides pédagogiques vont travailler au niveau du suivi du cheminement et les étudiants. On a réalisé que tous les intervenants, conseillers d'orientation, services adaptés, centres d'aide à la réussite et les conseillers pédagogiques, les enseignants et tout le monde qui intervient auprès de l'étudiant, tout le monde veut la réussite de l'étudiant, mais ce ne sont pas des actions qui étaient tout à fait concertées. Alors le projet vise ça, l'étudiant est le même, donc l'intervention qu'on fait auprès de lui, il faut qu'elle soit concertée puis qu'on aille tous dans le même sens pour l'aider dans son cheminement. La mesure CPA+, elle est je vous dirais qu'elle est prise en charge particulièrement par les aides pédagogiques. Donc, tout ce qui concerne le suivi de la formation, ce sont les conseillers pédagogiques qui gèrent ça avec les départements et les programmes. Et le suivi des étudiants est géré par les aides pédagogiques au complet. Donc, toute l'information sur l'étudiant est consignée dans nos bureaux à nous, les aides pédagogiques. C'est gardé confidentiel. Je vous expliquerai tantôt la démarche où l'étudiant, par contre, permet de livrer certaines informations sur lui. Alors, le projet, en gros, c'est ça. On a identifié, c'est-à-dire les étudiants à risque, on a développé un module sur Omnivox qui est accessible par Léa. Léa est une plateforme où les enseignants déposent des documents aux étudiants, des plans de cours, etc. Et nous, le module réussite est accessible à l'enseignant. Seul l'enseignant qui a des étudiants, donc qui a une charge de cours, qui a une charge, a la liste de ses étudiants et peut nous indiquer à côté de chacun des étudiants le risque d'échec qu'il a dans son cours à partir du jour 1, donc de la rentrée scolaire. Je reviendrai tantôt à ce modèle-là.
pour que cette mesure-là soit bien, que tout le monde adhère un peu, on a identifié un responsable d'accompagnement programme. Donc, on appelle ça vulgairement un RAP, on appelle ça comme ça. Cette personne-là a un rôle bien précis. C'est la personne qui fait, c'est un enseignant qui fait le lien entre l'aide pédagogique, le conseiller pédagogique et l'étudiant et les gens du programme, donc l'ensemble des enseignants. L'aide pédagogique travaille étroitement avec le RAP, qui lui est dégagé dans sa tâche là, pour travailler là-dessus. Ça m'amène à vous présenter peut-être les rôles de chacun. On a développé aussi une espèce de pyramide où on dit que dans l'identification des étudiants à risque d'échec, il y a une première étape qui doit être faite par l'enseignant. Je vous dirais que ça regroupe à peu près 80% des interventions qui sont faites par l'enseignant dans sa classe. L'enseignant est capable d'identifier est-ce que c'est un étudiant qui est démotivé, pourquoi il s'absente, qu'est-ce qu'il vit. Alors la première étape est faite par l'enseignant. Et quand il voit qu'il y a un risque d'échec important, il le signale dans le module Léa. Et ce signalement-là arrive directement à l'aide pédagogique. L'aide pédagogique voit l'ensemble des cours suivis par cet étudiant-là et est capable de dire si l'étudiant est à risque d'échec dans l'ensemble des cours ou juste dans un cours. Donc, on a un portrait général de l'étudiant. L'aide pédagogique a ce portrait-là de l'étudiant. Au tout début de session, l'aide pédagogique et le RAP, donc le responsable programme, effectue une tournée des classes et présente aux étudiants, on présente chacun notre rôle et moi je demande à l'étudiant de signer, je suis la responsable dans le fond de la confidentialité des dossiers des étudiants. Alors on a développé une charte de la confidentialité qui traite de la confidentialité et l'étudiant doit nous autoriser à livrer de l'information sur lui, s'il le souhaite ou non, c'est sur une base volontaire. La majorité accepte, c'est très rare les gens qui n'acceptent pas, puis parce qu'on leur explique pourquoi on a besoin de livrer de l'information sur eux. On leur explique que 3 à 4 fois dans la session, il va y avoir des rencontres de groupes, d'enseignants de la première session avec moi, l'aide pédagogique et la conseillère pédagogique et la RAP. Alors ces rencontres-là s'effectuent 3 à 4 fois dans la session et on présente dans ces rencontres-là les étudiants qui sont à risque d'échec, qui ont été identifiés dans l'EA et qui sont aussi identifiés au fil du temps là, par les enseignants à la RAP. Alors ils sont au courant que 4 fois dans la session, on va discuter d'eux s'ils sont en difficulté quelconque et que ça peut nuire à la réussite de leur cours. Chaque personne signe ce formulaire d'autorisation-là, de divulgation des renseignements, et ceux qui ne le signent pas, moi, j'ai la responsabilité d'interdire toute discussion sur lui lorsqu'on se rencontre en équipe, en programme. On appelle ça l'équipe CPA, là, donc connaître pour accompagner, de première session. Alors, on n'intervient pas sur ces étudiants-là. Une fois, lorsqu'on est alors une fois que les étudiants nous ont autorisés, dès le jour 1 de la rentrée scolaire, déjà, les 2 premières semaines, les enseignants nous signalent différentes choses sur les étudiants. On a développé une grille où l'enseignant n'a pas à écrire tout ce qu'il a à dire sur l'étudiant, mais il coche des petites cases. Est-ce que cet étudiant-là vit un stress apparent énorme? Est-ce que il semble avoir des difficultés financières, par exemple? Est-ce qu'il a acheté son matériel et tout ça? On sait qu'en soins infirmiers, ça coûte 1000 $ la première session, alors il faut que les étudiants soient capables d'assumer ces frais-là. Il y en a que ce n'est pas le cas. Alors, ils nous identifient différents catégories de problèmes. Les catégories de problèmes qui sont sur l'EA ont été développées par les conseillers pédagogiques, nous autres, les aides pédagogiques et les différents intervenants étudiants du collège. Donc, les définitions de ces catégories-là font l'unanimité chez nous actuellement. Et donc, dès à la fin de la semaine 2, donc début de la semaine 3, il y a une première équipe
qui se rencontrent et on discute des étudiants tout de suite là, après la deuxième semaine, là, on discute des étudiants à risque et on décide ce qu'on fait avec l'étudiant. Si, par exemple, on dit cet étudiant-là semble très stressé, etc., que l'enseignant a fait une première évaluation, puis une première intervention aussi, à ce moment-là, il est rencontré directement par moi. Et là, je vérifie, on regarde la source du problème, soit que je l'aide moi dans mon bureau, ou encore on le réfère à différentes mesures d'aide qui sont chez nous. Ça peut être une mesure de service adapté, ça peut être des difficultés en français si c'est qu'une personne qui vient d'ailleurs, etc. Donc, selon la difficulté qui est rencontrée, on va l'aider ici dans mon bureau ou on va référer à différentes ressources du collège. Lors de nos échanges avec les enseignants de première session, on peut se rendre compte aussi qu'il y a des ajustements à faire au niveau de la formation. Là, à partir de là aussi, la formation peut être réajustée immédiatement. Soit au niveau de, peut-être qu'on va réaliser que les évaluations sont données peut-être trop tout en même temps, dans la même semaine, etc. Donc, il y a des réajustements. Peut-être que les étudiants ne comprennent pas les fils conducteurs entre les cours. On va réajuster tout de suite pour... Alors, le suivi de la formation se fait en parallèle avec le suivi de l'étudiant. Ça ferait pour le moment peut-être le tour un petit peu des informations que j'aurais à vous livrer. On a des statistiques de réussite. C'est sûr que c'est tout jeune, hein, ça fait 3 sessions qu'on l'implante dans différents programmes, mais ce qu'on peut dire à ce jour, là, c'est que on a eu, dans les résultats de Lebeau, là, 155 étudiants qui ont été signalés à risque d'échec ou d'abandon ou de rétention en 3e session. Parmi ces 155 signalements, on en a 97 parmi ceux-là qui ont, en fait, 62% de ces étudiants-là ont réussi leur première session d'études, se sont réinscrits en 2e session d'études et pour le moment, il y a on est capable de voir que ça va quand même relativement bien en session 2. Alors, mais c'est tout jeune comme résultat, on est en train de compiler ce que ça donne comme mesure, mais ce qui est certain, c'est que les actions sont beaucoup plus concertées. Et ça soulève, ça nous permet, au niveau des défis, là, ça nous permet de réaliser qu'il y a des difficultés pointues, par exemple, dans certains programmes, comme si je prends le programme de soins infirmiers, il y a beaucoup d'étudiants qui sont hors Québec dans ce programme-là. Et on a réalisé qu'il y avait des difficultés au niveau de la culture de l'hôpital. Par exemple, un hôpital au Québec puis un hôpital en Haïti, quelle est la culture? C'est différent, c'est différent. Alors, on s'est dit, ben, on va développer des modules pour les aider à mieux s'adapter ici, par exemple, à qu'est-ce qu'un hôpital au Québec, comment ça fonctionne, etc. Ça, c'est des sous-projets là, qui sont issus là, de la démarche Connaître pour accompagner. On a réalisé aussi qu'il y avait peut-être pour les enseignants des difficultés au niveau de la gestion de classe. Donc, il y a eu des modules de développer pour les aider au niveau de la gestion de classe, de la formation qui est diffusée aux enseignants de première année, première session toujours. Alors, en gros, ça fait le tour de ma présentation. Je sais pas, j'imagine que je rentre dans le temps. Oui, on est en plein dedans. Parfait. Merci. Alors, on va pouvoir prendre un premier 5 minutes de questions spécifiques sur cette présentation-là. Puis tout à l'heure, je vous ferai signe s'il y a des questions plus générales quand on viendra le temps de la période de questions à cet effet-là. Donc, allons-y pour les questions pour Mme Rodrigue. Peut-être dans un premier temps, moi, j'avoue que là, des fois, en essayant de suivre mes choses, j'en oublie malheureusement parfois des petits morceaux. Avez-vous parlé du fait que la mesure était déployée pour l'instant au niveau des programmes préuniversitaires aussi? Ou le programme, non, j'en ai pas parlé, mais okay. À l'automne prochain, on prévoit, on est en train de travailler là à l'implanter dans un programme préuniversitaire en sciences humaines. C'est certain qu'on n'embrassera pas sciences humaines au complet, c'est trop gros. On fait un projet pilote qui va toucher le profil développement humain, plus spécifiquement développement humain. C'est une autre
on est en train d'adapter la façon de faire parce que c'est différent. Il y a plusieurs départements, Alors, on ne fonctionne pas de la même façon. La libération du responsable d'accompagnement va être différente aussi. On va monter ça très certainement à 0.6. On aura peut-être deux représentants au lieu d'un seul. On est en train de travailler là-dessus actuellement. Parfait. Les gens nous demandent si on peut élaborer un petit peu plus sur le juste à temps, là. Qu'est-ce que ça représente pour les étudiants? Qu'est-ce que ça représente pour l'étudiant? Oui. Tout ce qu'on lui demande à l'étudiant, c'est est-ce qu'il est intéressé et est-ce qu'il nous autorise à discuter de lui pour l'aider dans sa réussite scolaire. Et si on fait ça dès la semaine 1, lors de l'activité d'accueil, tout de suite après, ils s'en vont en groupe, on les rencontre en groupe et ils doivent nous autoriser par écrit à livrer de l'information sur eux. C'est ce que ça représente pour l'étudiant. En cours de route, c'est certain que si on a un signal, quand je reçois des signalements de plusieurs enseignants sur un étudiant, je vais le contacter. Je vais l'inviter par Mio ou on va l'appeler directement à venir me rencontrer pour qu'on puisse échanger sur les difficultés qu'il vit. Donc, c'est ça, je dirais que l'engagement, on l'invite à s'engager dans son projet d'études, puis on lui dit qu'on va l'accompagner dans ça. Parfait. Est-ce que vous connaissez le taux d'utilisation du module réussite là, par les enseignants? Oui. Puis aussi, on demande aussi si chaque API assure le suivi, il assure le suivi de combien d'étudiants en moyenne? Là, la mesure n'est pas implantée dans tous les programmes, donc ici, chaque API a environ 1000 étudiants par API, entre 900 et 1000, dépendamment, là. Chaque API, nous ici, on a chacun une responsabilité par programme d'études. Comme moi, par exemple, je vais m'occuper des soins infirmiers, des programmes préuniversitaires. Donc, chaque aide pédagogique a son programme d'études, puis implante la mesure dans son programme et suit les étudiants de son programme. Par exemple, je pense à génie mécanique. Moi, je ne m'occupe pas de génie mécanique ici. Donc, je ne suivrai pas ces étudiants-là. Ça va être l'API de génie mécanique qui va les suivre. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, la première question, j'ai été un peu rapide. Je m'excuse, j'en ai enchaîné deux. On voulait savoir le taux d'utilisation du modèle réussite aussi par les enseignants. Il est très utilisé. C'est certain qu'on fait beaucoup de présentations aux enseignants. On sait que le succès passe par là. La première session en soins infirmiers, il y a des enseignants des disciplines contributives qui ne l'utilisaient pas. Quand on pense à des disciplines comme, par exemple, psychologie particulièrement, c'est certain que toutes les personnes qui sont membres d'un ordre et tout ça, ben, ils sont très pointilleux, c'est normal, sur la confidentialité des dossiers, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça après. Alors, ça nous a amené, nous autres, à développer une charte là, pour s'assurer de répondre comme il faut aux interrogations de ces personnes-là. Là. Alors oui, maintenant, depuis 2 sessions, si on pense à soins infirmiers, par exemple, toutes les disciplines contributives en soins infirmiers, ainsi que les enseignants de soins, répondent très bien au module Léa. C'est pas long pour eux, ça ne demande pas beaucoup plus. Hein. Ils rentrent les notes puis ils cochent à côté dans les petites cases. Il y a une place aussi où ils peuvent indiquer des commentaires s'ils le désirent, là, mais ça répond absolument très bien. C'est le succès. Quand on a un enseignant qui met pas de signalement, on le rencontre, on le forme à la mesure, on lui demande quelles sont ses résistances. Et puis, si c'est quelque chose qu'on peut améliorer, ben on développe quelque chose là, pour que cette personne-là soit amenée à collaborer. On sait qu'en formation générale, par exemple, il peut arriver qu'on a fait beaucoup de présentations au niveau de la formation générale parce que l'étudiant qui est dans un programme technique suit quand même ses cours de français, philo, éducation physique, anglais. Donc, il faut que ces enseignants-là indiquent aussi les notes de cours, puis qu'on soit capable de le suivre aussi dans sa formation générale. Puis ça, ben, on y revient à chaque session là, auprès des enseignants de la formation générale pour qu'ils indiquent minimalement les notes. Donc là, pour l'instant, la période de 5 minutes est écoulée. On peut aller avec des questions aussi, soit plus larges, qui touchent les 3 présentations,
ou, encore une fois, s'adresser à un des présentateurs en particulier. Il y a plusieurs questions qui sont restées en suspens. On les a toutes notées. Si jamais dans le temps qui nous reste, on n'a pas le temps de les couvrir en entier, ce qui est fort probable, les panélistes vont recevoir vos questions et on trouvera une façon là, de vous retourner les réponses. Là, soyez sans crainte. On me suggérait aussi peut-être de donner la chance aux panélistes de se parler entre eux si jamais il y en a qui sont intrigués par certaines parties des projets des autres. Donc, vous êtes aussi les bienvenus là, pour interroger vos collègues sur leurs présentations respectives. Alors, j'avais des questions tout à l'heure qui étaient restées en suspens, entre autres pour M. Daou. On posait des questions sur les mentors, à savoir combien de mentors sont rémunérés, parce que les mentors proviennent tous, évidemment, de la même faculté là, que l'étudiant. Oui, ben le programme de mentorat à l'Université d'Ottawa, il est assez vaste. Il y a plusieurs genres de mentors, mais disons que si on s'attarde au mentorat facultaire, donc les mentors qui sont dans la faculté, dans leur faculté, oui, ça doit être des étudiants qui sont inscrits dans cette faculté-là, des étudiants qui ont fait au moins une année d'études. Et puis, ces mentors-là aussi sont rémunérés, c'est-à-dire qu'ils ont un salaire et tout ça. Ils travaillent évidemment autour de 8-10 heures semaine et puis leur horaire est fait en fonction de respecter leur horaire de cours. Très bien. Puis une autre question en lien toujours avec ce projet-là, on demandait comment les étudiants réagissent quand ils savent qu'ils ont été dépistés. Ah, ça n'a jamais été un problème comme tel, mais voyez-vous, les étudiants, quand ils font une demande d'admission, il y a quelque chose d'indiqué là-dedans que l'université va les prendre en charge, puis que on va utiliser évidemment les données en fonction de leur réussite. Il y avait une question aussi qui était restée de côté pour Mme Charland. On demandait s'il était possible que le fait que les indicateurs soient accessibles, là, ils puissent être altérés, que leur effet puisse être altéré par l'effet Pygmalion dans le temps. Alors, c'est d'ailleurs une question qu'on reçoit régulièrement lorsqu'on présente le projet. L'effet Pygmalion, c'est quelque chose qui a été prouvé par des psychologues Jacobson et Rosenthal, qui est justement le fait que l'enseignant qui est au courant de reçoit un certain portrait d'étudiant, s'il reçoit un certain portrait plus négatif d'un étudiant, va ajuster ses attentes et c'est ce qui va se réaliser, puis l'effet contraire aussi. Donc ça a été prouvé par une expérimentation. Donc ça existe. Je vous dirais que probablement si on utilisait des données antérieures et que ces données antérieures-là, comme les données sur le passé académique de l'étudiant, que cette donnée-là était accessible par les enseignants, probablement que oui, il y aurait un plus grand risque que de l'effet de Pygmalion se produise auprès du corps enseignant. Dans ce cas-là, probablement qu'on ne montrerait pas ces données-là. En fait, on montre les données en cours de session, le portrait dans un cours à l'enseignant. Donc, c'est basé sur des statistiques qui sont des faits, en fait, le niveau de participation et les résultats cumulés. Et quand on présente aux enseignants, on essaie justement de le présenter comme vous le faites, vous allez faire du dépistage, vous allez, quand vous êtes au suivi de la réussite des étudiants, vous allez consulter les données et c'est présenté d'une manière aussi positive pour pouvoir donner du soutien ou les orienter vers la direction de programme ou le centre d'aide aux étudiants aux différentes ressources. Donc, à mon sens, l'effet Pygmalion est peut-être plus dangereux avec un système vraiment essentiellement prédictif qui prend en considération les données antérieures, mais on pense que les bénéfices qui sont démontrés jusqu'à maintenant par le système, toute l'orientation qui est faite auprès de tous les étudiants qui sont en difficulté ou non, et tous les résultats, on a fait des entretiens individuels, on a fait des sondages, les gens sont hyper satisfaits jusqu'à maintenant, les résultats sont très encourageants, et on est quand même passé de 300 cours de 3 000 étudiants à 22 000 en l'espace de même pas 2 ans. Donc, il y a vraiment un engouement au niveau des facultés. Donc, on pense que ces bénéfices-là sont beaucoup plus importants que la possibilité que l'effet Pygmalion puisse se produire dans certains cours auprès de certains enseignants. Merci. Une question pour Mme Rodrigue. On demandait est-ce que la charte de confidentialité est disponible pour consultation? J'ai l'impression peut-être qu'il y en a d'autres qui veulent s'inspirer un petit peu de ce qui se fait chez vous. Pas encore.
Pas encore, on y travaille actuellement, elle est en train d'être développée, puis elle est présentée là, à nos directions, mais elle n'est pas encore disponible, parce que c'est quand même quelque chose de développer une charte de confidentialité, alors c'est sûr, elle va sûrement être rendue disponible bientôt, là, mais pas pour le moment. Ici, la question, je pense que c'est toujours pour Mme Rodrigue, là, suite à la présentation. On parle de la concertation pédagogique là, qui est très intéressante. On se demande quels sont les indicateurs utilisés, puis comment les données sont récoltées par des questions soumises à l'étudiant via le module ou encore des données entrées par les enseignants. Quels sont les indicateurs? Les indicateurs, si je comprends bien, là, ça fait référence à ce que les enseignants cochent, hein? C'est ça que vous voulez savoir? J'imagine. La question est... C'est pour ça que elle suivait votre présentation, donc j'ai présumé que c'était une question qui suivait effectivement dans le contexte du projet. Oui, on précise effectivement que c'était pour votre présentation. Oui. Ce que l'étudiant a fourni. En fait, lui a signé, plus comme vous disiez tout à l'heure, un document autorisant le transfert de ces informations. Alors, au-delà peut-être de l'étudiant, à ce moment, comment les données sont entrées par les enseignants dans le module? Les enseignants entrent, quand ils rentrent leurs notes, ou même quand ils n'ont pas de notes à rentrer, ils vont signaler dans le module Léa pour chacun des étudiants, quel est le niveau de difficulté rencontré. C'est certain que s'il dit, par exemple, cet étudiant-là est démotivé, puis qui coche des motivations, nous, on s'attend à ce qu'il y ait eu une première intervention qui a été faite par l'enseignant auprès de cet étudiant-là. Et s'il n'y a pas de modification de comportement, par exemple, si on parle de la motivation, il doit indiquer à l'étudiant, écoute, moi, je vais signaler que tu as une difficulté, je t'invite à aller rencontrer ton API pour discuter avec. Donc, il n'arrive pas ici comme ça, là, il est invité à venir nous rencontrer, puis sinon, autrement, il sait, moi je peux l'appeler aussi ou lui dire, écoute, j'aimerais faire un suivi de ton cheminement, je voudrais savoir comment ça va, par exemple, s'il vient de l'extérieur, je voudrais connaître comment ça va pour toi, ton intégration ici et tout ça, alors je voudrais te rencontrer. C'est plus comme ça que c'est amené, mais il le sait, là, qu'on jase de lui. Autrement, on n'en parle pas. S'il n'a pas signé, on n'en parle pas. Donc, il n'y a pas de surprise. Non. Puis l'information qu'on va chercher à ce moment-là, c'est l'absentéisme, l'assiduité au cours. Oui, ce qui a été identifié. Tout à l'heure, les notes, c'est ça. Ce qui a été identifié à risque. Ou, par exemple, on a une période où ils peuvent retirer des cours sans échec, là. Alors, on va intervenir beaucoup avant la fin de cette période-là pour s'assurer que si son cheminement, par exemple, est trop lourd pour lui, on va lui proposer un étalement de son cheminement, etc. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails de l'aide pédagogique, mais c'est à ça que ça sert, ces rencontres-là, de comment on peut l'aider. C'est ça qu'on lui explique, là. Pas pour le discuter, hein, mais pour l'aider à réussir ses cours. Évidemment. Ni pour l'étiqueter, parce qu'on sait que ça peut être facile, alors il ne faut pas faire ça non plus. Quand il y a des interventions enseignants, où il y a un risque de jugement ou tout ça, on arrête ça tout de suite, là. Ça, c'est... Parfait. Pour Mme Charland, on a une autre question aussi. On veut savoir si le taux de réussite ou de persévérance des étudiants, si on a vu une différence à ce niveau-là depuis l'implantation. Comme ça a commencé en projet pilote, comme je l'ai spécifié, alors c'est relativement jeune, c'est depuis 2014, où on a eu les premiers programmes justement qui ont adhéré au système, et souvent, c'était pas dans l'ensemble des cours du programme. Donc, on a assez peu de recul, mais c'est sûr qu'il va être intéressant à ce moment-là d'aller voir au niveau des taux de rétention, des taux d'échec, des taux d'abandon, puis de pouvoir comparer avec les cohortes, une moyenne des cohortes précédentes, par exemple. Alors ça, on n'a pas encore ces chiffres-là, malheureusement. J'ai une question ici qui s'adresse à vous trois. On sait quand même que de cibler des étudiants avec des difficultés, puis qu'on propose des mesures d'aide, ça demande souvent, c'est souvent perçu comme une charge de travail supplémentaire là, par les enseignants ou par différents intervenants. Est-ce que ça provoque des résistances? Est-ce qu'il y a encore des réactions de résistance dans vos établissements, par exemple, là, en lien avec les projets ou votre démarche? Je peux peut-être répondre. Oui.
de lancer une première réponse. Ça, c'est aussi une résistance qu'on entend souvent dans les présentations. Il y a des enseignants parfois qui vont dire, à l'université, on les prend par la main, là. Donc, c'est un système qui fait qu'on prend par la main les étudiants. À ce sujet-là, je vous laisserai aller visionner une capsule vidéo. Dans ma présentation que vous allez avoir, je me suis pas rendue jusqu'à la dernière page puisque je manquais de temps, mais vous allez avoir justement les références du site et vous avez des témoignages d'enseignants. Il y a un enseignant qui répond justement à cette question-là. Est-ce que c'est prendre par la main justement les étudiants que de les cibler pour leur donner l'aide dont ils ont besoin en début de session? Donc, il répond quand même assez bien à ça. Il répond que c'est justement, ça fait partie de la mission même de l'université de tendre une main, de ne pas le prendre par la main, mais plutôt de tendre la main et de l'orienter vers des ressources qui pourront l'aider, puisque quand on arrive, on change d'ordre d'enseignement, souvent c'est là qu'on a des différents problèmes qui peuvent arriver, des déménagements, c'est une période de transition de vie, donc c'est pas tout le monde qui le vit, soit de façon personnelle ou de façon académique, très très facilement. Donc il y a encore, oui, de ça, donc il faut encore beaucoup éduquer, je voudrais, et expliquer, et prendre aussi, souvent je voudrais quand le message sort de la bouche d'un enseignant qui l'utilise, ça a beaucoup plus d'impact que si ça sort d'une personne qui est responsable de ce projet-là. Oui, de mon côté, je pourrais dire que nous, la résistance vient plus du fait que les difficultés des étudiants maintenant sont plus grandes qu'il y a peut-être une dizaine d'années. Les étudiants arrivent avec plus de problèmes d'anxiété, de stress, de dépression et tout ça. Alors le personnel trouve ça difficile, de plus en plus difficile de rencontrer des étudiants. Donc on est en train évidemment de faire des restructurations à cet effet-là. Puis on va aussi fournir au personnel des formations ciblées justement pour les aider à mieux transiger avec ça. Alors moi, je vais répondre. Je pense que tout changement, c'est jamais trop facile. Alors, ce qu'on a réalisé au fil des années, c'est que pour qu'il adhère, il faut vraiment être transparent, puis il faut présenter les choses à toutes les instances. On pense des fois qu'en ACCD, les coordonnateurs de département qui font descendre ça aux enseignants, mais on a réalisé que c'est pas nécessairement le cas où il peut y avoir des interprétations dans ça. Alors, c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut les rencontrer, faut les rassurer par rapport à cette démarche-là, que ça leur demande pas plus de temps, c'est juste c'est pour ça aussi qu'on a développé des modèles où ils cochent pour pas qu'ils se mettent à écrire puis que ça alourdisse leur tâche d'enseignant. Au niveau de nous, les aides pédagogiques, c'est une façon différente de travailler. Tout comme les enseignants, il y a toujours des résistances au changement, mais dans l'ensemble, tout le monde est content, puis du résultat que ça donne jusqu'à maintenant. Puis ils ont tous hâte. Là, il y en a ici des API qui n'ont pas encore de projet Connaître pour accompagner, puis qui ont hâte d'y faire. Alors, petit pas, le changement s'évolue, se fait lentement, puis je pense que les gens adhèrent à mesure qu'on avance, puis qu'ils voient que c'est dans un objectif bien précis d'aider les étudiants. J'ai une autre question ici pour Mme Rodrigue. On nous demande quel est le taux de réponse des étudiants qui sont ciblés parce qu'ils se présentent à la rencontre là, avec leur API. Oui. Ils se présentent, en grande partie, ils se présentent à nos rencontres. Si ils ne se présentent pas, on va faire une première relance, mais après ça, ça reste sa responsabilité à l'étudiant aussi. Là. On ne va pas courir après, s'il ne veut pas venir, il ne veut pas venir, puis bon... qu'est-ce que tu veux? Il y a une partie d'autonomie, de responsabilisation aussi qui vient à lui, là. Alors, mais généralement, les gens viennent. Surtout moi, j'ai un programme, quand on parle du programme de soins, ce sont des étudiants qui consultent énormément. Quand M. Daou parlait de troubles d'anxiété, là, de problèmes de stress et tout ça, ces étudiants-là ont beaucoup ces caractéristiques-là, puis ils consultent beaucoup. Donc, quand ils sont convoqués dans mon bureau, ils viennent. Généralement, ils viennent.
Puis j'ai une dernière question pour vous aussi. On nous demandait de préciser un petit peu plus quel était le rôle des RAP, des RAP. Des RAP. Outre les visites qu'ils font en classe. Outre les visites, alors c'est le lien avec les enseignants. Moi, je suis pas dans le département, alors il peut arriver qu'un enseignant éprouve une difficulté urgente d'intervention. Et moi, je regarde les signalements que les enseignants nous font tous les jours en fin de journée, mais ça peut arriver, il est arrivé une situation où ça s'est présenté en stage et il fallait intervenir immédiatement. Donc, la RAP est beaucoup plus près est à côté d'eux. Alors, elle a un lien comme ça. C'était aussi cette personne-là qui fait signer les contrats de réussite de première occurrence et qui les suit dans le programme d'études. Nous, les aides pédagogiques, on va s'occuper des deuxièmes et des troisièmes occurrences. Alors ça, c'est un de ses rôles aussi. Elle va avoir aussi à identifier des formations précises qui sont requises là, pour les étudiants, pour les enseignants. Donc, tout le volet formation, et c'est elle qui s'occupe de cet aspect-là. Et elle a une rencontre de suivi avec moi toutes les semaines, une fois par semaine, environ 2 heures, 2 heures et demie, là, pour faire le suivi des étudiants. C'est à peu près son rôle. Pour ça qu'elle est dégagée. Dans les temps. C'est extraordinaire. On vient de passer à travers la liste de questions. Très fascinant. Alors, Catherine, je te repasse la parole. Oui, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à nos panélistes. Merci à notre animatrice. Merci beaucoup aux participants, aux questions. S'il y en a qui n'ont pas été répondues, mais je ne crois pas que c'est le cas, on va pouvoir les envoyer à nos panélistes. Par contre, vous allez recevoir sous peu une enquête pour voir un sondage de satisfaction. Au sein de ce sondage-là, vous pouvez poser des questions s'il y en a d'autres qui vous arrivent au fur et à mesure. On tentera d'y répondre le mieux possible. Sinon, ben, je vous invite, on a 2 autres webinaires qui s'en viennent. Un sur l'action institutionnelle pour la réussite, comment faire un succès, donc qui va avoir lieu le 17 mai prochain. Puis le dernier qui va inclure, on avait cette année 6 grands webinaires en lien avec notre dossier PIST pour accroître la réussite de la persévérance au post-secondaire. Donc, il y en a un qui va, le dernier, qui est un résumé pour voir justement qu'est-ce que des grands auteurs sur le sujet en pensent, donc Ati, Tinto, Ku. Donc, une dynamique de la réussite en éducation supérieure, ça va porter là-dessus. Ça va avoir lieu le 1er juin prochain. Donc, à ceux intéressés, vous êtes les bienvenus. Vous allez avoir toute cette information-là sur le site du CAPRES. Pour ceux qui aimeraient partager, en fait, ce webinaire-là à leurs collègues ou à des gens qui vous considérez qui pourraient être intéressés, le webinaire va être disponible dans les prochaines semaines sur le lien, sur la page du webinaire sur le site du CAPRES. Donc, n'hésitez pas à le partager. Encore une fois, un immense merci et au plaisir de vous retrouver dans un prochain webinaire. Merci encore aux panélistes et à l'animatrice. Merci, c'est très, très apprécié. Bonne fin de journée. Au revoir.